Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Ouverture philosophique. Collection dirigée par Aline Caillet, Dominique Château et Bruno Pequignot. Une collection d'ouvrages qui se propose d'accueillir des travaux originaux sans exclusive d'école ou de thématique. Il s'agit de favoriser la confrontation de recherche et des réflexions, qu'elles soient le fait de philosophes professionnels ou non. On n'y confondra donc pas la philosophie avec une discipline académique. Elle est réputée être le fait de tous ceux qu'habite la passion de penser, qu'ils soient professeurs de philosophie, spécialistes des sciences humaines, sociales ou naturelles, ou polisseurs de verres de lunettes astronomiques. Dernière parution. Djibril Samb, Le vocabulaire des philosophes africains, 2010. Xavier Soubiri, Traité de la réalité, 2010. Marly Boulkao, Promenade brésilienne dans la poétique de Gaston Bachelard, 2010. Martin Moschell, Divertissement et consolation, essai sur la société des spectateurs, 2010. Sylvain Tousseul, Les principes de la pensée. La philosophie immanentale, 2010. Raphaël Beaudinfontainha, L'éthique de Kropotkin, 2010. Arnaud Tripet, L'éveil et le passage. Variations sur la conscience, 2010. Stanislas Rbaaleke, Éthique, espérance et subjectivité, 2010. Faten Karoubouchoucha, Spinoza et la question de la puissance, 2010. Arnaud Rosset, Les théories de l'histoire face à la mondialisation, 2010. Jean Pivnica, L'homme imaginaire. Essai sur l'imagination, 2010. Dominique Leveyenberg, Le faune revisité. Figure du souhait dans l'après-midi d'un faune de Mallarmé, 2010. Introduction. Dans le cinéma, plus que dans tous les autres arts, le langage sonore et visuel se sert des mêmes formes de signification qui caractérisent le travail de l'inconscient. Les deux lexiques, celui de la théorie cinématographique et celui de la psychanalyse, partagent d'ailleurs beaucoup de termes: écran de projection, identification, condensation, déplacement, surimpression, ne sont que quelques exemples de cette fusion, par ailleurs très féconde pour les deux domaines, entre langage cinématographique et langage des pulsions 1. Néanmoins, l'univers du film peut entretenir avec le rêve des rapports bien plus complexes, qui échappent la plupart du temps aux grilles contraignantes des lectures psychanalytiques. Le film, plus que tout autre moyen d'expression, rappelle le mouvement de l'imagination onirique, notamment dans sa transformation incessante d'une image en une autre, dans son mode de signification qui ne voit le jour que par un système de correspondance, de renvoi, de rythme. En ce sens, seule la musique pourrait rivaliser avec le film dans sa ressemblance avec le mouvement temporel du rêve. Un deuxième facteur important dans la constitution de nos scènes oniriques est l'espace. C'est notamment en prenant en compte cette question qu'on peut constater, dans un grand nombre de films, l'absence de démarcation entre monde de la veille et monde du rêve, réalité objective et réalité psychique. Or, le caractère onirique du film semble dépendre la plupart du temps de cette extension des espaces du rêve dans les territoires du réel. Dans aucune autre forme d'expression il ne se produit en effet la même indécidabilité sur la provenance de ce qui nous est montré. Parce que le point de vue n'est jamais clairement identifiable, le rêve n'est pas attribuable à quelqu'un, mais existe comme une figure qui se dessine dans un troisième espace, à la croisée entre réel et irréel, objectivité et subjectivité. Si le film est donc, pour toutes ces raisons, le moyen d'expression artistique le plus proche du rêve, il reste à savoir si, avec le cinéma, on n'est pas devant l'aboutissement naturel de toutes les théories exposées jusqu'à présent sur ce phénomène psychique. Le cinéma ne fournirait-il pas en effet l'image la plus convaincante de ce qu'est le rêve ? Nous serions presque tentés de penser que le cinéma a contribué, au même titre que la psychanalyse, et peut-être davantage, à nous forger une certaine image de l'expérience onirique. Plus qu'à nous montrer de quoi on rêve, il aurait participé à dévoiler comment on rêve, comment on visualise des images en mouvement. Par la diversité incommensurable des styles, des propos, des effets esthétiques ou des formes narratives dont il dispose, le cinéma nous a montré la variété infinie et la subjectivité de l'imagination, ainsi que sa transformation à travers l'histoire. Le rapprochement entre rêve et art
rêve et création poétique, a depuis toujours été fécond pour la théorie du cinéma. En effet, la question du rêve ne renvoie pas seulement à l'expérience de la continuité, de la porosité entre intériorité et extériorité, réel et imagination, mais également aux possibilités ontologiques du 7e art, ainsi qu'au statut spécifique de la vision filmique d'eux. Au point de départ de ces analyses, il y a en effet l'exigence de définir sur quoi repose cette ressemblance entre rêve et film. Est-ce sur le dispositif de projection, le dream screen, ou sur l'univers déployé par le film lui-même ? Cela dépend-il de la nature du cinéma en tant que tel, ou du caractère plus ou moins onirique du film en question ? Et si l'on admet cette dernière hypothèse, un film onirique est-il la présentation d'un rêve ou bien un processus propre à la représentation qui, comme dans nos scènes oniriques, tente à dissocier le sens du récit du contenu des images ? Le simple fait de percevoir ces deux éléments, récit et image, comme distincts, ou en tout cas comme non homogènes, équivaut-il à accepter que la figure du rêve a fissuré dans le film l'apparence de la réalité, le statut ordinaire de la représentation ? Et si c'est le cas, comment nommer cette autre réalité qui émerge du film ? S'agit-il de l'inconscient du personnage rêveur ? Ou bien est-on confronté à l'absence définitive d'un rêveur attitré ? Est-ce le rêve du film, celui du réalisateur ou celui de plusieurs personnages en même temps ? Se pourrait-il que ces visions ne fussent pas vraiment un rêve, mais juste une étrange réalité ? L'hypothèse que ce soit nous, les spectateurs, qui rêvons ces images n'est plus alors à exclure. Essayer de répondre à ces interrogations relatives au caractère onirique d'une œuvre, et plus généralement au problème du rapport entre rêve et cinéma, sera l'objectif de notre recherche. Cette dernière, au lieu d'être délimitée chronologiquement, trouvera son cadre et sa cohérence au fur et à mesure que les fondements de notre discours seront explicités, et que nous aurons par conséquent défini par quel côté nous voulons aborder le rêve et par quel aspect la théorie du cinéma peut se relever sensible à ce genre de problématique. Seulement alors l'analyse des formes et des genres artistiques viendra éclairer ces points théoriques, pour dévoiler en même temps l'esthétique de l'onirisme développé par chaque œuvre cinématographique. Par rapport au choix de ces dernières, notre propos méthodologique consistera à privilégier le mouvement de la réflexion plutôt que la cohérence interne d'un corpus. Nous partons donc de l'intuition que le film, s'il veut rester onirique, doit avant tout ouvrir à un nouveau genre d'interprétation, qui ne soit pas forcément déductible par les liens transversaux qui rassemblent un corpus, mais plutôt par la compénétration de deux rêves, celui de son auteur et celui du spectateur, celui qui présente une vision et celui qui explore par le regard. Chapitre 1er, le cinéma, ART du rêve. 1.1 L'image cinématographique. Selon le choix du sens qu'on attribue au mot image, c'est la définition entière du cinéma qui se trouve modifiée. Dans ce dernier, l'image désigne en effet tant bien que mal le médium en question, ce qui produit, enregistre ou induit des images par exemple. Une première forme de relation entre le rêve et le cinéma peut s'établir alors grâce à l'identité entre le support et l'image, entre le médium et la pensée visuelle engendrée. Il n'y a pas ici de figuration du rêve, mais l'émergence de caractères propres à la définition ontologique du cinéma, qui réalise exemplairement cette identification entre la vision onirique et l'image cinématographique. Mais à l'origine de cette identification, et au départ même de ce processus théorique qui tente à faire coïncider l'image et le médium, se trouve une tradition théorique encore plus ancienne, où le mot image évoque non seulement un état de la représentation, mais aussi l'acte de révélation qui le précède. Une épiphanie lumineuse, la recréation ex nihilo d'un monde, la splendeur d'invisible qui est aussi un gain de connaissance. C'est au fond l'acception du mot image typique de la tradition métaphysique occidentale, de Platon à saint Augustin. Tradition du voir et de la vision, discours téléologique sur la lumière ou encore héritage iconique de l'image. Le terme de photogénie, si répandu et à la mode dans les ouvrages sur le cinéma des années 10 à 20, s'accorde parfaitement avec cette tradition. Pour Deluc, elle est l'accord mystérieux de la photo et du génie. C'est-à-dire non pas la beauté en tant que telle, mais un effet particulier propre au cinéma et plus particulièrement à la relation entre la lumière et l'aspect poétique des choses et des êtres. Il n'est donc pas étonnant que la notion de photogénie ait trouvé sa figure exemplaire dans le gros plan,
procédé qui revient à chercher le caractère dans un objet ou un visage par un rapprochement visuel qui est aussi approche d'une présence, jusque dans son mystère. En effet, tout comme dans la tradition de l'icône, le gros plan semble conférer à l'image cinématographique le pouvoir d'évoquer l'irreprésentable, de mettre en relation une périphérie visible avec un contenu invisible. Pour la première fois dans l'histoire de la théorie cinématographique, il se manifeste l'idée que l'image du film peut avoir une valeur de révélation. Ce n'est pas tant le fait de voir plus près, de percevoir ce qui échappe à l'œil nu, que celui d'assister au miracle en lui-même de la visibilité. Une lumière saisie à travers le mouvement, une réalité apparaissant dans sa durée. Comme une momie du changement. 3. Dira Bazin, pour qui l'ontologie de l'image cinématographique témoigne d'un lien fort entre l'acte créateur et la nature essentiellement réaliste du médium en question. Il y a une sorte de jonction entre la vision et l'image, faisant passer la subjectivité de l'une par la réalité de l'autre, et vice-versa, dans une sorte de parfait prolongement entre le regard humain, humanisant, et le régime de représentation qui est la réalité, donc le cinéma. C'est pourquoi dans cette jonction entre vision et image il n'y a ni asservissement ni suprématie de l'une par rapport à l'autre, mais plutôt une relation de fluidité, celle-ci étant selon Bazin exemplaire chez les cinéastes du néoréalisme, en particulier Rossellini. Dans un tel contexte, la notion de révélation prend des allures de spontanéité, un caractère presque contemplatif. L'ontologie de l'image filmique s'apparente à une ontogenèse, à un devenir image de l'existant, processus qui n'est pas exempt du recours au discours métaphysique, à cette image méta qui assure le dépassement de la réalité à l'état brut, Physis 4. Mais le dépassement du caractère évident de la réalité ne passe pas toujours, comme chez Bazin, par une révélation iconique. Pour en revenir au gros plan, son pouvoir se mesure aussi par sa capacité de transformation, de métamorphose des objets représentés, si bien que les seuils ouverts par cette figure cinématographique dépassent le cadre de l'identité ontologique image-vision. C'est l'expression humaine qui est projetée sur les objets, et qui leur confère un caractère expressif. Les choses répondent à notre regard 5. C'est ainsi que Béla Ballas souligne comment cette image, en transformant tout paysage en visage, en conférant un regard aux objets inanimés, abolit aussi, comme dans la vision onirique, les différences entre monde extérieur et monde intérieur. Avec Ballas, un soupçon d'étrangeté commence à planer sur cette image inhumaine du médium cinématographique. Selon le théoricien hongrois, avec le gros plan on est face à un processus d'abstraction de la forme encore plus puissant que celui de l'icône ou du portrait classique, puisqu'en passant d'un gros plan à un plan américain, puis encore à un plan d'ensemble, on a sans arrêt des sauts et des coupures portés à l'unité du corps humain, qui dès lors n'est plus le foyer de la perception, ni l'échelle de référence de la représentation. C'est pourquoi pour Ballas, l'image du cinéma est le gros plan, car si d'une part cette figure réalise bien ce que le cinéma sait faire de plus extraordinaire, qui est de rendre visible l'invisible, elle le fait d'autre part en transformant radicalement les assises de la vision oculaire. Autrement dit, c'est la caméra, avec ses cadrages inhabituels, qui arrache le visage des choses au brouillard de l'indifférence et le rend perceptible. C'est elle qui nous fait sans cesse voir le monde comme la première fois. 6. Dans ces phrases de Ballas, la référence au monde onirique est évidente. Que le gros plan anthropomorphise les objets ou qu'il nous laisse voir tout visage comme un paysage, tout cela conduit à produire une pensée visuelle qui rompt avec les schémas de la raison et de la perception ordinaire de l'espace-temps. Il s'ensuit que dans cette nouvelle configuration, que l'on pourrait situer à l'opposé de la conception de Bazin, l'invisible de l'image n'est pas seulement ce qui sous-tend et soutient le réel, mais justement le seuil à partir duquel ce réel subit une transfiguration, une métamorphose continuelle. L'analyse de Ballas, nourrie et affinée par la gestalt-psychologie et plus particulièrement par la pensée de Simmel 7, témoigne d'une certaine vision du cinéma qui semble être propre au panorama théorique des ces années. Il semblerait que d'une manière générale, le cinéma dit des origines ou des avant-gardes entretienne avec le rêve, l'invisible ou le caché, un rapport qui se joue au niveau de la spécificité et de la nouveauté du médium en lui-même, qu'on pense au surréaliste bien sûr, Breton, mais avant lui Apollinaire, Q'. On pense encore à Epstein, dont on va parler plus tard, au ciné-œil de Vertov 8, ou en Amérique, à Münsterberg et à son idée du cinéma comme machine qui reproduit les processus de la pensée.
C'est la caméra qui rêve, c'est la machine qui fixe sur la pellicule une pensée visuelle, l'automatisme est mécanique, il est dans le support. Le regard est déshumanisé, car la caméra abolit les contraintes spatiales qui déterminent la perception éveillée. La caméra est l'œil à l'état sauvage, comme dirait Bataille, ou l'œil incorporel, l'œil neutre qui n'appartient ni au je ni au nous. Elle est le lieu d'inscription des résonances et des impressions qui s'entrechoquent et s'engendrent d'elles-mêmes. Jacques Rancière-Neuf remarque que ce régime esthétique de l'art, auquel ces théories cinématographiques se rattachent, entretient et prolonge les mêmes utopies que celles de l'art moderne. Un rêve entretenu et alimenté par la puissance autoréflexive et autoréférentielle du médium, capable dès lors de se situer au-delà de la représentation, et d'ouvrir à la fusion, à la compénétration entre sujet et objet. Chez Kandinsky par exemple, la peinture en tant que médium, en tant que support de la couleur, est en soi expressive. La représentation de l'objet est secondaire, voire superflue, tandis que la couleur produit une force directe, immédiate, avec laquelle le peintre doit essayer de composer, selon le célèbre principe de la nécessité intérieure. Ce principe est pour Kandinsky comme un appel, une urgence. Il se configure comme événement surgi d'un contraste de forces qui entrent en résonance les unes avec les autres, rendant le tableau discontinu, intermittent. Le principe de la nécessité intérieure n'a donc plus rien de psychologique, ni d'intentionnel. Il est totalement du côté du médium, mais d'un médium intériorisé, agissant désormais selon des lois autonomes, presque mécaniques. Ainsi, les couleurs n'ont plus de valeur en elles-mêmes, mais doivent contraster, résonner de l'intérieur. Le vert doit verdoyer, la composition produire une base continue. Cette synesthésie entre son et couleur semble d'ailleurs être l'effet, selon les mots mêmes de Kandinsky, d'une volonté inflexible. Il me semblait parfois que le pinceau, qui avec une volonté inflexible arrache des fragments de cet être vivant des couleurs, faisait naître à chaque arrachement une tonalité musicale. J'entendais parfois les chuintements des couleurs en train de se mélanger 10. Face à la force impulsive de l'image, aux possibilités offertes par son médium, qu'il soit pictural ou cinématographique, le regard se laisse absorber en spectateur par un monde visible qui ressemble de plus en plus à un rêve, à une hallucination. Pourtant, pour un théoricien comme Epstein, il s'agit là d'un rêve préfabriqué par l'intelligence même de la caméra, qui avec ses opérations de dislocation des repères spatio-temporels réussit à produire une véritable pensée spécifique et propre au médium cinématographique. Seule la caméra est capable de saisir ce que le regard humain ne perçoit pas, c'est-à-dire l'aspect non perçu et non pas l'inscience des choses, une sorte d'émanation d'ondes et de vibrations égales à l'esprit. Mais elle ne fait pas que les saisir, que les enregistrer sur la pellicule, elle les révèle. C'est grâce à ce mouvement de dévoilement que matière de fiction et matière sensible en viennent à se correspondre, à être une seule et unique chose. Car d'un coup la matière pense, tout autant que la pensée est ancrée dans la matière. Or la matière du cinéma, ce sont les images. On est alors face à un art dont la puissance expressive est inscrite à même les images, ce qui leur confère d'emblée une certaine autonomie, car l'œil automatique de la caméra abolit selon Epstein le paradoxe de la mimésis. Aucune différence entre l'apparence réelle des choses et leur modèle substantiel, aucune représentation à donner. Image et réalité se valent, sauf qu'ici ce n'est pas la vision de l'homme, de l'artiste, qui unifie, conforme, égalise les données de l'une et de l'autre, mais la caméra qui enregistre du réel sans intervenir avec aucun regard qualifié. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.